Bonjour. Dans le domaine de la mécanique quantique, l'étude des états liés revêt une importance cruciale pour comprendre le comportement des systèmes physiques, en particulier les molécules et les atomes. Les états liés se réfèrent aux configurations où les particules d'un système sont maintenues ensemble par des forces attractives, formant ainsi des structures stables. Un exemple classique est celui des atomes, où les électrons sont maintenus autour du noyau par la force électrostatique coulombienne. L'ion H2+ représente un cas particulièrement intéressant dans le cadre de la mécanique quantique. Il s'agit d'un système composé de deux ions hydrogène, chacun avec un électron manquant, formant ainsi un certain ou bien un cation monoatomique. La modélisation de cet ion peut être réalisée en considérant deux puits de potentiel de type Dirac localisés autour de chaque noyau d'hydrogène. Les puits de Dirac sont des modèles mathématiques parfaits qui représentent des potentiels singuliers infinis et étroitement localisés dans l'espace. Dans le cas de l'ion H2+, chaque puits de Dirac est positionné autour de chaque noyau d'hydrogène, représentant l'interaction coulombienne entre l'électron et le noyau. Cette modélisation simplifiée permet d'analyser qualitativement le comportement de l'électron dans cet environnement. Dans cet exercice, nous examinerons en détail la modélisation de l'ion H2+ en utilisant des puits de Dirac, notamment deux puits, en explorant les solutions de l'équation de Schrödinger et en analysant les propriétés des états liés qui en résultent. L'efficacité de cette modélisation réside dans sa capacité à capturer les caractéristiques essentielles du système, tout en restant mathématiquement accessible et gérable. Remarquons d'abord que le seul électron est condamné à se balader entre les deux cations H+. En fait, il est soumis au potentiel coulombien qui sont en 1 sur X, créés par les deux protons de manière symétrique. Et on voit que l'électron, lorsqu'il est trop proche de l'un de ces protons, il voit un potentiel pratiquement infini. Si on maintient le potentiel sous la forme coulombienne, la résolution de l'équation de Schrödinger sera délicate. Pour contourner ce problème, on substitue le potentiel coulombien par un potentiel de type Dirac localisé aux deux points symétriques moins A sur 2 et plus A sur 2. Lorsque nous considérons un potentiel en forme de pic de Dirac, nous nous retrouvons avec une situation où le puits est infiniment étroit et infiniment profond. Cette caractéristique singulière rend l'analyse mathématique moins difficile, mais quand même instructive. Le paramètre alpha peut désigner le poids de la distribution de Dirac au point plus ou moins A sur 2. Écrivons l'équation de Schrödinger dans les trois régions du potentiel. Elle s'écrit de manière générale phi seconde de x plus alpha 2m sur h bar carré facteur de delta x plus a sur 2 plus delta de x moins a sur 2, le tout multiplié par phi ou bien agissant sur phi de x égale 2me sur h bar carré phi de x. Pour x différent de plus ou moins a sur 2, le potentiel est nul et la particule est libre dans les trois régions 1, 2, 3. Dans la région 1, c'est-à-dire pour x inférieur à moins a sur 2, l'équation de Schrödinger peut s'écrire phi seconde moins q carré phi égale 0. Nous avons posé q carré égale moins 2me sur h bar carré, qui est un nombre bien sûr positif, puisque l'énergie est négative. La solution générale de l'équation
est donné par une combinaison linéaire d'exponentielles réelles, où la partie en A désigne ce qu'on appelle une onde évanescente. En revanche, la partie en B pose un problème de divergence. Bien sûr, notamment lorsque x tend vers moins l'infini. Et comme les fonctions d'onde doivent être bornées et convergentes, on a de choix que d'annuler la constante B. Donc physiquement, la constante B doit être nulle. Dans la région 2, comprise entre moins A sur 2 et A sur 2, l'équation de Schrödinger prend la même forme, puisque le potentiel en delta est partout nul, sauf au point singulier plus ou moins A sur 2. La solution est une combinaison d'exponentielles réelles qui ne pose, dans ce cas-là, aucun problème de convergence, puisqu'on travaille dans une région localisée entre moins A sur 2 et A sur 2. On peut également mettre la solution sous la forme d'une combinaison de fonctions CH de QX et SH de QX. Enfin, dans la région 3, c'est-à-dire la région où x est supérieur à A sur 2, on a toujours la même forme de l'équation de Schrödinger, dont la solution peut être également exprimée en termes d'exponentielles réelles. Et de manière symétrique, pour la même raison de convergence de la fonction d'onde partout. Et notamment lorsque x tend vers plus l'infini, on doit alors annuler la constante d'intégration g et ne garder que l'onde évanescente en f. Comme le potentiel est symétrique, les fonctions d'onde, solutions de l'équation de Schrödinger, vont avoir une parité bien définie. Soit elles sont paires, soit elles sont impaires. Cela est dû à un théorème très connu en mécanique quantique que nous avons d'ailleurs montré en cours. Lorsque le potentiel est symétrique, les seules solutions valables sont soit paires, soit impaires. On parle aussi de solutions symétriques et solutions antisymétriques. Il faut donc arranger les solutions trouvées ici pour satisfaire cette nouvelle condition. Pour les solutions paires, on va les noter phi s de moins x, c'est égal à plus phi s de x. L'axe vertical doit être un axe de symétrie. Il en va de soi d'imposer, bien sûr, A égale F et annuler D, puisque la fonction CH est déjà paire. Pour les solutions antisymétriques, qu'on va noter phi indice A, alors nous avons phi indice A de moins x égale moins phi de A de x. C'est plutôt le point O qui est centre de symétrie. On prend donc F égale moins A, c'est-à-dire F et A égaux et opposés. Et au milieu, on garde la fonction impaire qui est en SH de QX. Donc on va annuler la constante C. Donc pour résumer, voilà les deux formes de solutions acceptées, c'est-à-dire la solution symétrique et la solution antisymétrique, que vous voyez sur le tableau. Le potentiel de Dirac est un potentiel qui est nul partout, sauf au point moins A sur 2 et A sur 2, où il présente un pic très aigu et très localisé. La fonction d'onde solution de l'équation de Schrödinger, par sa nature, est continue partout, y compris au point de singularité du potentiel. En revanche, la dérivée première présente une discontinuité finie en ces deux points. Ceci est valable pour les deux types de solutions, pour les solutions symétriques et les solutions antisymétriques. Écrivons d'abord la continuité de la fonction phi au point moins A sur 2 et plus A sur 2. Pour trouver le comportement de la dérivée première de notre fonction d'onde, travaillons par exemple au voisinage de plus A sur 2, dans un intervalle de largeur 2 epsilon, et intégrant l'équation de Schrödinger autour de A sur 2, qui est bien entendu, si cette équation elle est linéaire. On rappelle la propriété fondamentale de la distribution de Dirac, c'est-à-dire l'intégrale entre moins A sur 2
entre A sur 2 moins epsilon et A sur 2 plus epsilon de delta x moins A sur 2, phi de x, d de x égale phi de A sur 2. Maintenant, on fait tendre epsilon vers 0 pour voir ce qui se passe pour la dérivée première. Donc ça donne phi prime A sur 2, indice plus, qui signifie juste après le pic, et phi prime A sur 2, indice moins, juste avant le pic. L'intégrale deuxième alpha E sur h bar carré de phi de x entre A sur 2 moins epsilon et A sur 2 plus epsilon est nul. Pourquoi? Parce que lorsque je fais tendre epsilon vers 0, on aura la même borne, et comme la fonction est bornée, finie, l'intégrale est nulle. Donc on en conclut que la dérivée première de la fonction d'onde est discontinue au point A sur 2, où le potentiel présente une singularité infinie représentée par le potentiel du Dirac, bien le pic du Dirac. Notons que puisque le problème est symétrique, on peut faire le même calcul pour prouver la discontinuité de la dérivée première de phi au point moins A sur 2. D'ailleurs, dans notre étude, on va se limiter à la moitié de l'intervalle, c'est-à-dire entre 0 et plus l'infini, ou bien entre 0 et moins l'infini, puisque le problème est symétrique. Donc ça ne nécessite pas de travailler dans tout le domaine. Il faut toujours rappeler que grâce à la symétrie de problème, on peut se contenter d'appliquer les conditions de raccordement juste dans la moitié de l'intervalle. Donc nous, on va opter pour l'intervalle entre 0 et plus l'infini. Donc, c'est-à-dire la moitié de la région 2 plus la région 3. Nous écrivons ici la continuité de la fonction d'onde et la discontinuité de sa dérivée première au point A sur 2, pour le cas symétrique et le cas antisymétrique. Nous essayons d'éliminer les constantes d'intégration A, C et D. Cela ne pose aucun problème de calcul, c'est juste des calculs techniques que vous voyez sur les deux tableaux. Nous continuons notre calcul pour simplifier les équations trouvées en exprimant CH et SH en termes d'exponentielle QX et exponentielle moins QX. En faisant des petites combinaisons qui ne sont pas dures, on trouve enfin, dans le cas symétrique, cette équation-là, exponentielle moins AQ égale Q sur Q0 moins 1, où nous avons posé Q0 égale M alpha sur H bar carré, qui est un paramètre constant, puisque alpha est constante et positive, et Q0 est positif. Dans le cas antisymétrique, nous trouvons exponentielle moins AQ égale moins facteur de Q moins Q0 moins 1. Donc nous avons deux droites symétriques en Q. Ces deux dernières équations s'appellent équations transcendantes, dont la résolution va nous permettre de déterminer les énergies possibles de l'électron. Nous disposons maintenant de deux équations transcendantes permettant de trouver les énergies possibles de l'électron au sein de l'ion H2+. Dans ce type d'équation, on procède par résolution numérique, par programmation informatique, ou tout simplement par résolution graphique, comme on va le faire ici. Puisque les deux fonctions sont simples, nous avons une exponentielle qui est décroissante et deux droites symétriques. Donc pour cela, on va tracer la fonction exponentielle moins Qx en fonction de Q et les deux droites plus ou moins Q sur Q0 moins 1, et on cherche les points d'intersection entre la fonction exponentielle et les deux droites. Comme on le voit ici, il y a juste deux points d'intersection
que nous avons notés respectivement Q indice S pour la droite Q moins Q0 sur Q0 moins 1 et Q indice A pour la droite moins Q sur Q0 moins 1. Nous constatons aussi que QS et QA se situent de part et d'autre de la valeur de référence Q0 qui représente le point d'intersection entre les deux droites, comme on le voit sur la figure. Donc, au final, nous avons deux solutions possibles, QS et QA. Si on fait cette inégalité, on enlève, ou bien on prend le carré de l'inégalité. Si on fait le moins, donc les inégalités vont s'inverser, et donc nous aurons enfin E indice S, c'est-à-dire l'énergie de l'état symétrique, qui est inférieure à moins E0, qui est inférieure à E indice A, c'est-à-dire l'énergie de l'état antisymétrique. Et bien sûr, toutes les énergies sont négatives. Nous avons posé E0 égale M alpha carré sur 2 fois H bar carré. Donc on voit que l'énergie de l'état symétrique est plus basse. Donc il va correspondre, cet état-là va correspondre à ce qu'on appelle l'état fondamental. Et l'état, ou bien l'énergie E indice A va correspondre à l'état excité. L'équation de quantification, en résumé, peut s'écrire également exponentiellement à Q le tout au carré égale Q sur Q0 moins 1 au carré. Avec, bien sûr, nous avons posé Q0 égale M alpha sur H bar carré. On peut remarquer aussi que Q0 a la dimension d'un vecteur d'onde. Donc, c'est l'inverse d'une longueur. Pour cela, on peut prendre, ou bien pour écrire, lambda 0 égale 1 sur Q0, où lambda 0 est une longueur caractéristique qui dépend des données intrinsèques du problème, notamment le paramètre alpha et la masse de l'électron. Si maintenant on revient au graphique, donnons les trois fonctions exponentiellement à Q, Q sur Q lambda 0 moins 1 et moins Q lambda 0 moins 1, on constate que si A est supérieur à lambda 0, on aura deux états possibles. L'état symétrique, phi indice S, qu'on appelle aussi état liant, et l'état antisymétrique, qu'on appelle l'état anti-liant. Au contraire, si A est inférieur à lambda 0, on n'aura qu'un seul état lié possible, qui correspond à l'état symétrique, ou bien l'état liant, phi indice S, comme on le voit ici sur ce graphique. Pour conclure, on rappelle que le cation d'hydrogène, ou bien de dihydrogène, également appelé ion moléculaire d'hydrogène, est une espèce chimique de formule H2+. C'est l'ion moléculaire le plus simple, composé de deux hydrons, bien de deux cations H+, unis par un électron unique. Il se forme notamment dans le milieu interstellaire sous l'effet du rayonnement cosmique. H2+ présente un intérêt théorique en ce sens que, puisqu'il n'a qu'un seul électron, il permet de résoudre assez simplement l'équation de Schrödinger, même si on utilise le potentiel colombien. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre corrélation entre les électrons. Il n'y a qu'un seul électron.
ce qui en fait un sujet d'étude simple pour introduire la chimie quantique de la molécule ou bien des molécules plus complexes. En utilisant les puits de Dirac, nous avons pu, dans ce problème-là, étudier la structure des états liés de l'électron dans l'ion H2+. Et on peut prévoir les propriétés spectrales puisque le système, bien l'électron, va faire des transitions entre l'état fondamental et l'état excité. Cette étude va nous permettre dans le futur de mieux comprendre la nature des liaisons chimiques et des interactions électroniques dans les molécules. À bientôt.